l'ordre du jour On va essayer de faire court. En fait, on va essayer de faire ça en 50 minutes maximum. Moi, je vais vous présenter la première partie, refaire un petit rappel sur le Power 11, l'IBMI sur Power 11. On verra effectivement, il y a quand même des choses qui ont changé avec Power 11. Et ensuite, Ludovic nous présentera les spécificités de l'IBMI 7.6 qui avait déjà été annoncé avant Power 11. Et puis, je reparlerai un petit peu de IBMI dans le cloud d'IBM sur Power, c'est-à-dire Power Virtual Server. Voilà. Et Ludo nous fera une petite démo, puisque c'est toujours bien de voir de manière concrète un petit peu tout ça. Et donc, on aura une démo sur la partie 7.6 de la part de Ludovic. Voilà. Donc, un petit rappel sur Power 11. Qu'est-ce qu'il y a dans Power 11? Donc, l'annonce début juillet. Il y a un certain nombre de... Bon, bien sûr, il y a une amélioration de la performance. On aura l'occasion de voir ça. Il y a eu des avancées technologiques. C'est pas un bond en termes de technologie comme ça l'a été sur d'autres technos. On est toujours sur 7 nanomètres, mais il y a quand même eu des choses, les fréquences augmentées, les bandes passantes de mémoire augmentées, etc. Il y a surtout aussi la sécurité. Il y a eu un accent important de fait sur Power 11 sur la sécurité et sur la disponibilité au sens large. Sur la partie énergétique aussi, on a des consommations qui se sont améliorées en termes je dirais de performance par watt. Et puis après, il y a la partie intelligence artificielle avec cette carte que vous voyez en haut là, qui est la carte IBM Spire, qui est déjà disponible sur certaines machines IBM, à savoir les mainframes, et qui je dirais, qui a été annoncée, mais qui sera disponible sur les machines Power d'ici la fin de l'année. Rapidement, donc, les processeurs Power 11, on a le processeur à une puce, c'est le single chip module, qui est utilisé dans la machine high-end, le 1180. Ensuite, on a un dual chip module. Donc, ça rappelle un petit peu ce qui existait sur Power 10, qui est utilisé sur le moyen de gamme, le 1150, qui lui n'est pas utilisable pour IBMI, et les deux machines 1124 et 1122, sur lesquelles, du coup, on a beaucoup plus de cœur que la génération précédente. Et enfin, il y a un DCM qu'on appelle ISM, Entry Single Chip Module. C'est un DCM sur lequel on a la deuxième puce qu'on ne peut utiliser en termes de CPU. Elle ne sert qu'à faire des I/O. Et cette version du socket est utilisée sur la machine 1122 pour les configurations 4 cœurs, 10 cœurs, etc. On aura peut-être normalement l'année prochaine une autre machine qui avait été discutée lors de l'annonce début juillet, qui pour l'instant est dans les tiroirs, on va dire, avec ce fameux socket ISM. Voilà. Euh, En termes d'IBMI, donc, comme je vous disais, il y a eu des améliorations de fréquences, etc. Le point important, c'est aussi la bande passante mémoire, qui a été augmentée, voire doublée sur certaines machines. Donc, sur le 1080, le Power 10 haut de gamme, on a maintenant la translation vers le 1180. Et vous voyez que la fréquence, la bande passante mémoire a augmenté. On ne parlera pas de la machine moyenne gamme, donc le 1050 qui est devenu le 1150, qui lui ne supporte pas IBMI. Et puis, on a simplifié la gamme. On avait pas mal de machines. Dans les scale-out, on a toujours, pardon, je ne devrais pas parler au passé puisque elles sont toujours commercialisées. On a ce 1024 qui est devenu le 1124, le 1022, il y avait aussi une machine qui s'appelait le 1022S, qui existe toujours, et le 1012.
La gamme a été simplifiée et donc vous voyez qu'on a maintenant deux machines, le 1124 et le 1122, avec des configurations, je dirais, assez larges en termes de processeurs, de cœur, en termes de mémoire, etc. Ce qui fait que finalement, on a simplifié la gamme, mais on offre toujours là une panoplie assez large, tout aussi large d'ailleurs, qu'auparavant. Rapidement, bon ben voilà, j'ai fini sur Power 11. Si vous voulez plus de détails sur le Power 11 en lui-même, sans parler de l'IBMI, n'hésitez pas, je vous renverrai la présentation qu'on avait fait en webinar début juillet, le 8 juillet. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. La partie IBMI sur Power 11. Alors, euh, la slide est un petit peu compliquée et il faut parfois les lunettes. Euh, Chose que je vais faire de suite. Et vous voyez que sur cette diapositive, on a représenté l'ensemble des gammes Power 9, Power 10 et Power 11 de manière à montrer les chemins, je dirais, de migration et avec les spécificités de l'IBMI, à savoir, donc, vous voyez, les tiers Power 5, pardon, Power 5, pouf, P05, P10, P20 et P30. Donc, bon, je veux dire, le passage de Power 9 à Power 10 et à Power 11, vous voyez, n'est pas forcément rectiligne, puisque, comme je vous disais, la gamme a été simplifiée. Il y a des machines qui... Maintenant, on a deux machines, 10, 1122, 1124 et le 1180 pour les IAM. Alors, le 1180, là, c'est relativement facile, on reste en P30 tout du long. La gamme, j'irai de sockets 4 U, hein, donc le 924, 1024, 1124. Elle, vous voyez elle était en P20 sur Power 9. Et ensuite, comme on a effectivement des machines avec une grande panoplie de cœurs, on a du P20 et du P30. Il faut savoir que sur le 1124, on monte jusqu'à 60 cœurs. Ce qui est une machine, je dirais, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était cette machine en Power 9, pour laquelle on avait 24 cœurs. Donc vous voyez que d'où l'arrivée du P30 sur cette machine-là. Bon, je ne vais pas tout détailler. Vous voyez qu'à gauche aussi, pour ce qui est de P05, il y a une machine qui est dans les tiroirs, comme je vous disais. Sur le Power 10, on a cette machine qui fait la moitié du rack, le S10-12, et on peut imaginer qu'on aura le successeur à cette machine-là. Euh, il y a des petits détails avec des codes couleurs aussi en termes de capacité mémoire, etc. Vous voyez sur le 1122, là, selon qu'on a la version DCM, Dual Chip Module ou ISCM, on a soit 4, soit 2 Tera de mémoire maximum. Voilà. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais vous voyez que la gamme est simplifiée et j'irai les tiers P10, P20, P30 sont dans la suite logique de ce qu'on avait auparavant. Ici, là, je ne vais pas rester très longtemps non plus. Là, on a représenté l'ensemble des systèmes d'exploitation avec les détails des versions et des releases qui s'exécutent sur ces machines Power 11, mais aussi Power 10 et Power 9. Vous voyez à gauche, vous avez l'ensemble. Donc, ça vous donne le détail. Il faut savoir que il y a des machines, par exemple, les machines de type L, comme L1124 par exemple, ou L1122, sont faites pour Linux. Donc vous avez effectivement les versions de Red Hat, de SLES, correspondantes au minimum pour tourner sur ces machines Power 11. Mais sur ces machines, on peut aussi tourner jusqu'à 25% soit d'IBMI, soit d'AX. D'où l'intérêt d'avoir
sur cette même diapo l'ensemble. Vous avez aussi, en fonction des versions et des releases, il faut savoir que quand vous démarrez la partition, la LPA, elle va pas forcément démarrer dans le mode compatibilité de la technologie de la machine. Si vous utilisez une version un peu ancienne du système d'exploitation sur un Power 11, en fait, vous serez en mode compatibilité, non pas Power 11, mais Power 10 ou Power 9. Sans détailler davantage, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette diapositive, voilà. Donc là, on parle de l'IBMI, et vous voyez que sur cette technologie Power 11, vous pouvez exécuter les versions IBMI 7.4, 7.5 et la dernière 7.6. Et il y a une certaine continuité, donc en termes de, je dirais, d'évolution. Vous voyez que les cases vertes, si je puis dire, sont toujours aussi nombreuses au fur et à mesure des technologies. Donc bon, dans le bas du tableau, vous avez des choses qui sont maintenant très vieilles, hein, Power 6, Power 7. Mais vous voyez qu'en fait, IBM maintient une compatibilité du système d'exploitation avec la technologie hardware de manière assez flexible pour permettre effectivement aux clients de ne pas avoir à changer. Ceci dit, la version 7.6, on verra ça avec Ludo, amène un certain nombre de nouveautés, donc c'est toujours bien d'upgrader. Mais voyez que si vous êtes sur Power 9, alors si vous êtes sur Power 9, effectivement, la 7.6 ne tourne pas. Et donc si vous migrez vers Power 11, vous pouvez migrer sans mise à jour de l'OS. Mais effectivement, il est conseillé d'aller vers la 7.6. Ensuite, un point important, les licences. Les licences IBMI. Alors là, il y a eu pas mal de changements. Je dirais, déjà avant l'annonce du Power 11, c'est le mode souscription. Donc les licences perpétuelles ne sont plus uniquement perpétuelles, mais je dirais, la tendance, c'est d'aller vers la souscription ou l'abonnement en français. Et ici, vous avez en fait les possibilités de licence IBMI sur des machines Power 10. Donc, il y a des petites subtilités. Vous voyez que si la machine Power 10 a été achetée avant le 7 mai 2024, vous allez pouvoir continuer à transférer ou à acheter des licences perpétuelles, OTC voulant dire One Time Charge. J'aurais dû traduire ça d'ailleurs, j'aurais dû mettre perpétuel. Euh, donc, si la machine est un petit peu, je dirais, entre guillemets, ancienne, hein, mai 2024, vous allez toujours pouvoir transférer d'une autre machine ou acheter les licences perpétuelles. Si la machine est un peu plus récente, donc après le 7 mai 2024, là, effectivement, si vous êtes en tiers P5, P10, vous allez convertir ces licences perpétuelles vers la souscription. Et puis, les machines Power 10 achetées en 2025, euh, ou vous pouvez acheter cette année, et là, vous avez effectivement le choix entre la souscription ou la licence perpétuelle, et ce pour les tiers P20, P30. Voilà. Et puis l'année prochaine, le Power 10 sera toujours commercialisé, mais là, effectivement, ça sera sous forme de souscription uniquement. Il y a des petits détails en bas de la diapositive là, concernant les Power 8 et Power 9. Globalement, effectivement, bon, il y a des transferts de licences perpétuelles vers de la souscription à condition que la maintenance, la software MA, bien sûr, soit active. Donc ça, c'est les licences. Ouais.
Ça, c'est les licences euh, donc IBMI sur Power 10. Il y a, vous voyez, des petites subtilités en fonction de la date d'achat de la machine et aussi du tiers. Les licences IBMI sur Power 11. Donc là, c'est beaucoup plus simple. C'est de la souscription. Sauf le cas où vous migrez depuis un Power 10 high-end, entre guillemets, c'est-à-dire le machine haut de gamme, le 1080. Si vous migrez une machine 1080 vers un 1180, vous avez la possibilité de garder le numéro de série de la machine. Et du coup, les licences perpétuelles qui étaient sur le 1080 vont aller sur le 1180. Donc dans ce cas-là, effectivement, de la migration, vous pouvez rester en licence perpétuelle lors de l'achat du 1180. Pour les autres machines, donc les 1122, 1124, là, effectivement, c'est de la souscription. On verra que dans la souscription, vous avez aussi le moyen d'acheter des... Alors en français, je ne sais pas la traduction, mais un bundle, c'est-à-dire, je dirais, l'IBMI avec un certain nombre de logiciels supplémentaires sous la forme donc d'un seul et même package ou bundle. Ça, c'est disponible pour les tiers P20, P30. Pas pour les tiers P5, P10. Voilà. Vous pouvez, si un point important, effectivement, bien sûr, les licences perpétuelles que vous aviez, par exemple, sur un Power 9 S922, S924, ou sur un Power 10 aussi, la même gamme, vous allez pouvoir, bien sûr, convertir les licences perpétuelles vers des souscriptions. Voilà, j'ai oublié de vous dire que vous avez le chat de la conversation qui est disponible pour poser toutes les questions. Et puis, on aura de toute façon à la fin du webinaire 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour l'instant. Ces fameux bundles dont je vous parlais, il y en a deux qui existent. Un pour le tiers P30 qui comprend en gros trois, j'irais, rubriques. La rubrique cyber-résilience ou disponibilité au sens large. Donc vous voyez que dans cette rubrique, vous avez je dirais, des choses autour de BRMS, autour de la haute dispo, DB2 Mirror, Power SC, Power Security Compliance. C'est quelque chose que les clients, je dirais, mettent en place de plus en plus, qui permet en fait, je dirais, de définir la politique de sécurité au niveau de la machine, au niveau des pas, et qui va pouvoir effectivement monitorer, entre guillemets, les accès, les utilisateurs qui pourraient se connecter, enfin ouvrir un fichier, etc., etc. C'est très complet pour rester. Puis après, bon, ça s'articule avec d'autres outils. Euh, le deuxième pilier, c'est autour de l'automatisation avec la partie Ansible et puis des outils comme eDoctor Toolkit, des outils qui auparavant en fait étaient utilisés par les gens de Expert Lab. Voilà. Et puis à droite, vous avez la partie modernisation des applications et la partie intelligence artificielle avec, vous voyez, VS Code, etc. Ça, c'est le bundle pour P30. Il y a de la même manière un bundle pour P20, donc c'est le même, mais il n'y a pas cette partie modernisation des applications, etc., que vous pouvez toujours, bien sûr, je dirais, obtenir séparément du bundle, mais elle n'est pas intégrée. Il me reste quelques minutes pour laisser la parole à Ludovic.
Un petit point intéressant, le CBU, le Capacity Backup. On peut faire un Capacity Backup entre des générations de machines N et N-1. Ça veut dire clairement que si vous faites un CBU avec un Power 11, la machine, je dirais, sœur, entre guillemets, c'est un Power 10 et non pas un Power 9. Voilà. Donc pas de CBU, Power 11, Power 9. Et là, vous avez là-dessus quelques exemples effectivement, de paires CBU, entre guillemets. Alors, bien sûr, 1180, ça, bien sûr, ça marche. 1124, etc. Puis après, bon, il y a des combinaisons un peu aussi différentes. Je vous ai mis un lien ici, en bas de la page, à gauche, qui détaille surtout les différentes architectures que l'on peut mettre en place en utilisant le CBU. Ça peut être effectivement, bon, on a deux machines CBU, mais il y a plusieurs architectures possibles en fonction des LBAR, des IBMI, si vous avez plusieurs à la source, à la cible, etc., etc. Le document est assez intéressant. Euh, donc voilà, c'est pas juste en fait je dirais, deux machines identiques. Euh, Concernant le CBU, alors, j'ai pas mis de choses par rapport aux licences, mais là aussi, vous pouvez avoir des licences perpétuelles et de la souscription dans le couple CBU, entre guillemets. En termes de performance, rapidement, vous voyez que les CPW ici, sur le 1180, alors il y a différentes configurations en fonction du nombre de cœurs par socket du 980 Power 9 vers un 1180. Mais j'irai. Alors, le tableau qui me plaît davantage, qui m'intéresse davantage, c'est celui du bas, en bas à droite, qui est la performance par cœur. Parce que, bien sûr, la performance par système, elle dépend du nombre de cœurs et donc du nombre de licences. Donc c'est plutôt le tableau du bas en bas à droite qui est plus pertinent. Et vous voyez qu'on va de 55% vraiment minimum à plus de 80% d'amélioration de performance. En clair, vous avez trois cœurs IBMI sur un Power 9. Ça en fait deux sur Power 11, peut-être moins, voilà, ou 2 pour 1, ça dépend. Donc un gain intéressant, très intéressant de performance. Ça, c'est le 1180, la machine haut de gamme. Là, vous avez donc la même chose en bas à droite pour le 1124, avec là aussi, vous voyez, des gains de performance de l'ordre minimum 30 à 60, presque 70% en fonction des configurations des cœurs par socket. Et le dernier, donc le 11-22, là aussi, alors là c'est encore mieux, vous voyez qu'on est à plus de 100%, autrement dit, deux cœurs P9, un cœur P11, deux licences IBMI, une licence IBMI. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie 7.6 ou 7.6. Et donc là, vous avez la feuille de route. Donc sur ces machines Power 11, comme je vous disais, si je reprends la slide rapidement, celle-ci, on peut faire de la 7.4, de la 7.5, de la 7.6. Donc une migration, je dirais, assez souple. Mais effectivement, vous voyez que la 7 point ou la I next, si je puis dire, puisqu'elle n'est pas nommée encore, est déjà dans les tiroirs. Et donc ça viendra certainement prochainement, enfin assez prochainement. Voilà. Ça, c'était l'annonce du 8 avril. Euh, Ludovic, je te laisse la parole. J'ai fait Oui. 28 minutes. Non, non, Un peu, c'est un peu, impeccable, François.
Bon, Tout le discours d'avant que tu as donné, effectivement, c'est hyper important sur l'IBMI, sur le P11. Euh, Moi, je vais vous parler de la 7.6. D'accord? La 7.6 est très orientée sécurité. Ça a été annoncé comme ça, d'où la nouveauté MFA qui est intégrée à l'IBMI. La sécurité avant tout pour la 7.6, vous voyez, il y a quatre piliers. La sécurité, l'administration système, la base de données, les développements d'applications. Aujourd'hui, IBM met l'emphase sur la sécurité avec le P11, les bundles, les nouveautés avec la HMC et tout pour éviter les ransomware et autres. On est vraiment dans l'emphase de la sécurité. Le MFA est intégré dans l'IBMI. Ça veut dire que qui dit intégré dit aucun logiciel supplémentaire à installer sur l'IBMI. C'est lié à l'OS directement. Cela implique effectivement quelques notions de sécurité, enfin de modification de sécurité. J'en parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on met le MFA en route, le Q-Security, la valeur système Q-Security doit être à 40 minimum. Je rappelle aussi que 40 minimum ne veut pas dire qu'en 7.6, en 7.5 et en 7.4, aujourd'hui Rochester dit il faut minimum Security 40. Donc, on en parlera un peu plus tard, François en parlera plus tard sur un webinar qui pourrait arriver sur les migrations 7.6, sur comment passer de sécurité 30, 20, 30 à 40, voire 50, et pour les migrations sur cette plateforme 7.6. Euh, Cela aussi, la sécurité, donc réduire les coûts, amélioration du TCO. L'administration système, c'est hyper important. Alors, je sais, il y a beaucoup d'anciens, on est une population vieillissante, on aime bien les couleurs, on aime bien le noir, on aime bien le vert. Aujourd'hui, l'administration système peut se faire qu'avec Navigator for i. Tout à l'heure, je vous montrerai comment on peut administrer tout ça. Donc aujourd'hui, un navigateur for c'est l'outil qui permet d'administrer le système de A à Z. D'accord? Donc n'hésitez pas à y aller. Effectivement, ce produit-là existe depuis très très longtemps, mais il s'est grandement amélioré et en 7.6, il marche très bien. Notez aussi qu'avec l'administration système, vous pouvez administrer que un IBMI, vous pouvez en administrer plusieurs. C'est-à-dire que vous avez juste une interface et vous choisissez les partitions IBMI que vous voulez administrer. Je vais vous montrer tout ça tout ouais, à l'heure. tu vas nous montrer tout ça dans une démo. Il y a une démo Exactement, et Ludovic nous montre l'ensemble de la 7.6. c'est ça. Alors, ça va être short, hein, comme on dit, il y a 20 minutes, mais c'est pour vous donner l'envie et plus tard de faire d'autres webinaires, d'autres, vous aider pour utiliser cette 7.6, administration système et autres. La base de données. Aujourd'hui, la base de données, hop, pardon, la base de données, c'est très important. C'est le cœur de l'IBMI aujourd'hui. Lorsqu'on vend aujourd'hui un IBMI, quand on parle d'IBMI, on parle base de données. Vous pouvez faire ce que vous voulez autour de l'IBMI. Mettre n'importe quel logiciel, open source ou autre, ce qui est important, c'est la base de données et le moteur SQL qui plus est. Et il a été aussi amélioré. Aujourd'hui, on parle de SMT8. Vous savez pertinemment très bien que vous avez des vieilles applications qui marchent depuis les années 80-90 qui marchent toujours en 2025, mais qui sont monothreadés. Aller tranquillement sur la partie SQL, intégrer le SQL pour pouvoir améliorer les performances de vos workloads, de vos programmes RPG par exemple, et utiliser surtout la plateforme, la puissance de la plateforme, faire du SMT8 grâce au SQL. Et effectivement, derrière, eh bien, le fait de faire du SQL, ben, on le fait déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui, on a des outils de développement d'applications. Alors, on a parlé Client Access, on a parlé ACS, Access Client Solution. Et aujourd'hui, eh bien, il faut donner l'envie, et il y a l'envie au niveau pour les jeunes qui arrivent sur cette plateforme, qui ne connaissent pas les écrans verts, mais qui peuvent très aisément créer leur programme, gérer des programmes en cible, du SQL et tout, avec des outils comme Git, comme VS Code, qui maintenant peut être intégré avec l'utilisation d'ACS et surtout d'administration système de navigateur Fori. Je vous montre ça tout à l'heure dans la démo. Euh, Ouais, ça, c'est juste pour vous dire que si vous avez effectivement des insomnies le soir, il y a un excellent Redbook de 234 pages qui détaille tout ça dans les moindres recoins. Donc voilà.
exactement. Sécurité MFA intégrée, effectivement, on parle de TOTP, donc c'est basé sur le temps. Ça fonctionne immédiatement en état restreint, aucun impact sur le pare-feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va se connecter avec le MFA, on n'a besoin en aucun cas de connexion. Je vous montrerai avec une application qui s'appelle, je ne sais pas si on le voit bien, hop là, OTI par exemple, ou Google Translator, Authenticator, pardon. Eh bien, il n'y a pas besoin de connexion pour pouvoir s'authentifier avec le MFA. Il y a une configuration, pardon, une configuration à avoir, QSecurity à 40, le mot de passe à 4, et puis dans les changes, donc dans les autorités, il y a un paramètre à mettre pour pouvoir faire du MFA intégré sur le système. Le MFA est intégré avec ACS, c'est-à-dire que lorsque vous avez le MFA pour un utilisateur, on peut se connecter aujourd'hui avec l'ACS. Le navigateur Fori aussi, vous verrez, vous avez une ligne supplémentaire donc, pour mettre le code MFA. Et vous pouvez utiliser plusieurs authenticateurs, donc Google, là j'utilise OTI pour le faire. Et bien sûr, on parle toujours de sécurité, même le user, l'utilisateur SST, DST, peut lui être aussi à la mode MFA. Donc vraiment, on sécurise. Chose importante, vous allez me dire, ah, mais si j'ai 150 utilisateurs, 300 utilisateurs, est-ce que je dois mettre tout en MFA? La réponse est non. Après, c'est une stratégie de dire, tel utilisateur, par exemple, l'officier de sécurité, je ne parle pas de QC-CoFR, vous rappelez, le QC-CoFR, il faut le dupliquer, mettre le QC-CoFR dans un bunker, ne pas l'utiliser et utiliser un autre profil utilisateur. Eh bien, on peut mettre le MFA sur l'officier de sécurité, on peut mettre le MFA sur un utilisateur qui fait de la comptabilité, puisqu'il a accès à des données importantes et qu'il n'y a que lui qui peut aller les voir. Donc, on va rajouter cette sécurité. Donc, ce n'est pas une obligation. La slide suivante, s'il te plaît, François. Comment ça se passe? On demande à l'utilisateur de se créer en fait un mot de passe sur son compte. C'est-à-dire qu'on va demander de créer un compte TOTP par utilisateur. Ça veut dire que chaque utilisateur va se créer un code pour pouvoir faire du MFA. Et c'est l'officier de sécurité qui, lui, va dire « Ok, maintenant, toi, utilisateur Toto, tu vas faire du MFA. » D'accord? Donc, la clé TOTP est générée dans le temps. Vous voyez que vous avez l'outil, l'application OTI que j'utilise, moi, dans le cadre de mes présentations. Elle suit des RFC, donc c'est vraiment très orienté, très, très sécurisé. Prochaine étape. Vous voyez donc le navigateur Fori. Une fois qu'on a mis le MFA en route au niveau du système, eh bien, nous avons une case supplémentaire qui s'appelle facteur supplémentaire. En anglais, c'est additional factor. Factor qui permet justement de mettre la clé de l'application OTI, par exemple, pour pouvoir se connecter avec tel et tel user. Ça, je vous montrerai dans la démo. Prochaine slide. Dans la sécurité, oui. il y a cette partie MFA, et effectivement, comme a dit Ludovic, c'est l'utilisateur qui se crée, c'est pas l'administrateur qui crée toutes les clés, et auquel cas, ça serait peut-être pas totalement sécurisé, c'est chaque utilisateur. Il y a pas mal d'autres choses aussi dans la sécurité, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais il y a Kerberos, il y a des choses comme ça. Voilà, il y a voilà. Tout plein le TLS 1.3, il y a tout plein de modifications. Ça a été rajouté en 7.6. Aujourd'hui, avec le navigateur Fori, on peut aller voir le niveau de firmware, le niveau de licence dans l'état du système. On peut rajouter des cases. Donc ça, c'est hyper important. Lorsqu'on parle de sécurité, on s'assure que le power, il soit à jour au niveau des patchs, le firmware. Donc on a tout ça, toutes ces informations-là directement sur le navigateur Fori.
Et vous voyez sur votre gauche que l'administration IBMI, gestion des travaux, le Work Act Job, configuration de maintenance, les PTF et autres, le système, les moniteurs, mon travail de Work Job, le réseau, tout ce qui est TCP, les sécurités. Là, on parlera d'audit. Donc, il faudra mettre l'audit. Je pense que c'est déjà démarré chez vous, mais l'audit de sécurité sur les profils utilisateurs et sur les objets. Vous pouvez gérer vos utilisateurs et groupes, et là on va le voir ensemble pour voir comment on peut faire le MFA sur ces utilisateurs, les performances, système de fichiers, donc l'IFS et tout ça. Donc on peut vraiment administrer l'IBMI par le navigateur Fori, et qui plus est, on pourra l'administrer d'une autre manière avec VS Code, mais ça je vous en parle juste après avec la démo. Prochaine slide. Amélioration du requête SQL. Donc là, lorsqu'on fait de la requête SQL, moi je donne à l'époque de Expert Lab, je donnais des formations iDoctor, et on parlait aussi de SQL, de QRO, pour aller voir les différentes requêtes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh bien, en 7.6, ils ont amélioré ce moteur SQL, encore une fois, pour élargir le nombre d'index à gérer concernant les requêtes SQL. Donc le SQL est encore très 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 amélioré. On peut effectivement maintenant regarder les verrouillages dans Visual Explain, dans Database Monitor, ce genre d'outils. Ça, c'est très utilisé lorsqu'on utilise le iDoctor, par exemple, et qu'on veut aller voir comment se tourne la requête, si elle est bien écrite et autres, et ainsi de suite. Slide suivante. Ça, on a parlé toujours de modernisation, hein. Ça fait 10 ans qu'on parle de modernisation sur les BMI, et là, on est grandement dans la modernisation. Aujourd'hui, Visual Studio Code, Code for IBMI et Code for IBMI dans VS Code. Aujourd'hui, VS Code est utilisé par énormément de clients. Qui plus est, les jeunes utilisent VS Code pour pouvoir déployer des programmes RPG, SQL, C++ et autres. Eh bien, nous, on ne déroge pas à la règle. IBMI, eh bien, nous avons un Code for IBMI. C'est une extension qu'on installe dans VS Code, et on peut faire tout plein de choses avec IBMI. Donc ça, aujourd'hui, nous avions ACS, par exemple, avec le SQL Script, qui permet d'aller voir ce qu'on peut faire en SQL et exécuter directement. Eh bien, aujourd'hui, au lieu d'utiliser l'ACS SQL Script, eh bien, on peut utiliser directement le VS Code. Donc, c'est très bien. Je vais essayer de vous faire une démo là-dessus incessamment sous peu, mais je vais vous donner un petit bout de cette information par cette démo. Donc, vous avez le lien, hein, Code for I, hein, GitHub. Donc, si vous voulez installer le Code for IBMI sur votre VS Code, si vous l'utilisez déjà. Prochaine slide. Voilà l'intégration DB2 for IBMI et plus l'IA. Aujourd'hui, l'IA est partout, hein. Donc on parle d'IA, et quand on parle de VS Code avec IA, on parle de chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous voyez, vous avez une requête SQL qui sort de l'IBMI, que vous pouvez exécuter à partir de votre VS Code, et puis dire, bah, est-ce qu'on peut l'améliorer? Eh bien, posons la question à une IA, quelle qu'elle soit. Moi, pour mes démos, je passe par Olama, mais vous pouvez avoir du Watsonix, vous pouvez avoir une IA autre, et lui poser directement la question dans ce chat, et il vous donne des informations supplémentaires. Un exemple que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'avec une requête SQL, c'est bien, mais si on pouvait la refaire automatiquement pour pouvoir moderniser, pour pouvoir automatiser tout ça, et bien pour faire de l'Ansible, et bien dans l'IA, directement avec cette requête-là, il dit, bah tiens, est-ce que tu peux me créer un playbook Ansible avec cette requête? Et il vous donne. À vous après d'interpréter, de tester votre playbook Ansible avec cette requête-là. Donc c'est vraiment de la modernisation IA et de requêteurs et de produits comme RPG, comme COBOL. Donc c'est vraiment bien intégré avec l'IBMI. Je le rappelle, un point important, l'IBMI, c'est la base des DB2. La force de l'IBMI aujourd'hui, c'est sa base DB2 qui est puissante, sécurisée, avec une administration sécure qui est hyper bien avec la 7.6 aujourd'hui et du Power 11. Vous avez le code, hein, le lien code for I aussi pour les extensions DB2. Alors, oui. Ludovic,
Bah, le mieux, c'est de montrer tout ça Allons-y gaiement. Ah, en live, exactement. comme Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, quelque chose comme ça. Donc, Exactement. Je vais partager mon écran dans ces cas-là. voilà, je te laisse partager ton écran et après, Ouais. donc, tu nous laisses 5 petites minutes à la fin Oui. euh, pour des questions-réponses. Bon, dans le chat, vous pouvez poster des questions. Et puis surtout pour dire que, voilà, pour dire ça, c'est que on va organiser un autre webinaire, peut-être le vendredi matin, là, c'est peut-être une formule intéressante, là, les petits déjeuners du webinaire du vendredi matin, et on traitera le sujet de la migration vers 7.6. Donc bon, ça peut-être d'ici quelques semaines. Je te laisse l'écran, Ouais. Ludo. Merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que je peux le faire? Ok. Accordez-moi 30 secondes. Je suis obligé de vous quitter, de relancer. Pardon. J'en ai pour. Ah ben, on a perdu Ludo. Donc oui, comme je disais, en fait, on va essayer d'organiser de manière plus ou moins régulière des webinars comme ça, assez courts, 3/4 d'heure, 1 heure, sur des sujets comme ça qui sont pas forcément très spécifiques, mais pour lesquels un certain nombre de clients nous posent des questions. Et la migration vers la 7.6, Ah, effectivement, me il y revoici, me a... revoilà. Rebonjour Ludo. La Excusez-moi migration vers la de cette. 7.6, elle a des spécificités. Donc si par exemple on disait, si vous êtes sur un Power 9, vous pouvez aller sur un Power 11 directement avec la 7.5, mais effectivement, vous allez voir que ce que va nous montrer Ludo Ok. apporte des bénéfices. Vous voyez tous mon écran? Oui, Bienvenue dans IBM Navigator Fory. Je vais me connecter avec un utilisateur pour la démonstration. Donc là, je vais faire du MFA. Je vais sécuriser, je vais demander à un utilisateur d'utiliser le MFA. Donc je me connecte sur mon IBMI 7.6, qui est un IBMI en français. Et là, déjà, avant de faire du MFA, vous voyez que je vais pouvoir administrer une partition. Rien ne m'empêche d'administrer ajout d'un nouveau nœud, une deuxième partition, 3, 4, 5 partitions. Là, je vais manager cette partition. Et pour commencer, sur le navigateur Fourier, vous avez en français donc le système et l'état du système. Et là, effectivement, il y a des requêtes SQL qui se font, qui vont récupérer les informations sur le système. Et là, vous voyez que j'ai les informations de licence, j'ai les informations de système, les processeurs, les travaux, et ainsi de suite. Donc, je peux voir directement si mon système, là, je suis en train de faire une extraction, si mon système est à jour, et ainsi de suite. Vous voyez que j'ai un modèle 22A, que c'est un P10, que j'ai mon code disposeur processeur, ainsi de suite, le numéro de la partition, le système, la mémoire, les bases de données, le disque dur, les disques ZH61%, le firmware qui est ici. Je peux déplacer, bien sûr, aisément certaines choses. Si le firmware, je veux le mettre plus haut, eh bien, je le mets plus haut. Voilà, je le mets à côté des licences et du système. Donc, c'est assez facile. Par contre, c'est très, très bien pour voir si je suis vraiment en dernier niveau et ainsi de suite, pour pouvoir avoir un suivi. D'accord? Donc, ce que je vais faire là pour la sécurité, ici, par exemple, pour configurer le MFA, avant toute chose, eh bien, les informations de sécurité. Je vais cliquer sur information de configuration. Yes. Tac. Quand on va faire du MFA, il faut que le niveau de sécurité soit à 40 minimum, le QSecurity. Le niveau du mot de passe, il doit être à 4. Donc le QPassword level à 4. Ça veut dire que vous allez avoir des mots de passe à rallonge. Et si on veut faire du MFA, ça, vous pouvez le changer en direct. D'accord? Sans pour autant faire un IPL. Par contre, pour faire du MFA, il faut mettre Enable, le facteur de connexion supplémentaire, qui est en fait le Change Sec Attribute. Et là, le fait de mettre dire j'active mon MFA, là, vous oblige à faire un IBL. Pourquoi? Pour avoir justement, tac, tac, tac,
cet écran-là pour avoir le facteur supplémentaire. Notez, alors je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire, hein, je suis obligé, hein, c'est comme ça. Un écran vert. Notez que si le MFA est activé, effectivement, on va avoir Additional Factor sur l'émulation 5250. Si vous avez des écrans 5250 personnalisés, il faudra aller les modifier, d'accord, pour rajouter ce paramètre. Donc, il faut aller voir le QD Sign-On, hein, l'objet QD Sign-On, et de pouvoir rajouter ce Additional Factor sur vos écrans personnalisés. D'accord? C'est le seul écran vert que vous verrez aujourd'hui. Je vais créer un utilisateur. Création d'un utilisateur. Je vais l'appeler ACMI. Ça tombe bien. Webinar fait par ACMI. Profil ACMI. De classe utilisateur, par exemple. Je vais lui mettre un mot de passe. Alors, comme c'est un mot de passe 7.6, effectivement, je l'ai appelé, c'est un mot de passe 7.6. Juste pour montrer que, comme je suis en security 40 et que de password level à 4, je suis obligé de mettre un mot de passe long avec certaines règles. Vous avez 4 règles et il en faut 3 minimum. Une majuscule, minuscule, caractères spéciaux et chiffres. Et sur ces 4 possibilités, il en faut 3 maximum. Donc, j'ai bien une majuscule, des minuscules et des chiffres. Je ne vais pas changer à la prochaine. Et vous voyez ici qu'une clé d'authentification multifacteur doit exister avant de définir le facteur supplémentaire. Donc, effectivement, je vais créer mon user. Pas maintenant. J'ai créé mon utilisateur. Je vais aller sur mon utilisateur. Donc, je peux tous les voir ou mettre l'utilisateur ACMI. OK, ça tourne. Tac, tac, tac. Voilà, vous avez l'utilisateur ACMI qui est enable, donc actif, et je vais sur la droite complètement et je vois que j'ai une clé d'authentification multifacteur qui n'existe pas. Elle est à no et l'authentification MFA qui est à no. La clé d'authentification multifacteur, c'est l'utilisateur ACMI qui va la créer. L'authentification MFA, c'est l'officier de sécurité qui va lui dire oui ou non, tu vas faire du MFA. Mais avant tout, avant de faire du MFA, il faut la clé. Donc, je vais aller plusieurs possibilités. Je clique sur mon utilisateur, je fais bouton droit. Je peux faire activer les utilisateurs pour l'authentification de sortie et je peux faire les priorités. Je fais priorité. Je suis bête. Ça, c'est pour l'authentification. Donc maintenant, je vais me loguer, non pas avec Elmena, mais avec l'utilisateur ACMI. Et là, vous voyez que c'est un utilisateur de classe user. Il n'a pas vraiment le droit d'aller voir ce qui se passe dans le navigateur Fiori. Mais par contre, je peux générer ma clé. Alors, tout ce que je vous montre par graphique, navigateur Fiori, vous pouvez le faire en écran vert, pour les puristes. Pour les jeunes, passez par l'écran graphique. Je fais suivant, et là, vous voyez ici, pourquoi je passe par du graphique, parce que en fait, il va vous donner la clé d'authentification qu'il faudra mettre dans votre application Google Authenticator ou autre. Et le mieux, eh bien, si vous prenez votre application, vous pouvez scanner directement cet outil, ce scan. Donc, je vais le scanner moi. On a peu de temps, mais sinon, on aurait pu effectivement le faire à un des participants. Oui, exactement. Avec cette application ou d'autres, et le participant t'aurait donné le code à rentrer. Donc, je rajoute mon compte, donc exactement, c'est ce que je fais en général quand on est en salle, c'est les participants qui font. Donc, j'ai créé... alors, est-ce que j'ai ma caméra non, je vais l'activer. Vous me voyez, moi? Oui, non? Oui, oui. Pas sûr. Si, si. OK. Dans ma caméra, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai créé en fait avec l'outil OTI une connexion dans laquelle justement j'ai ma clé qui est générée. Pour savoir si ma clé fonctionne pour mon utilisateur, je dois mettre le mot de passe de mon utilisateur, donc le mot de passe de la ACMI,
c'est un mot de passe 7.6, et je lui donne le code authentificateur que me donne la clé de mon outil. Donc je rentre le code à 6 chiffres, 901 361, et je fais valider. Opération réussie, le code d'authentification multifacteur est valide. À ce moment-là, et mon excuse, je ne vous l'ai pas montré, c'est que tant que vous n'avez pas validé avec votre mot de passe et le code, vous n'avez pas le OK qui apparaît. Donc on est obligé de passer par là. Donc c'est bien validé. Vous voyez ici que vous avez une clé de récupération. Si par mésaventure, votre téléphone casse, qu'il faut réinstaller le Google Authenticator, que vous n'avez plus la clé ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez vous re-signer avec cette clé-là de récupération. Donc je fais OK. J'ai créé, l'utilisateur a créé sa clé. Je vais maintenant me déloguer. Je vais aller en administration. Je remanage. Je vais aller voir mon utilisateur ACMI. ACMI. Toc. Donc là, il tourne. OK, donc le profil ACMI qui est enable, actif. Et là, je peux voir maintenant que j'ai ma clé, j'ai une clé d'authentification. Donc, je sais que l'utilisateur, il m'a créé cette clé-là. Donc, en gros, si vous avez 500 users, 500 utilisateurs, vous pouvez envoyer un petit mail avec le lien en disant « Merci de me créer votre clé d'authentification avec le process et tout. » Point. Ça ne veut pas dire qu'ils font du MFA. C'est-à-dire que là, si je ne fais rien, je me log en écran vert ou sur mon navigateur ici, tiens, sur le deuxième, je mets ACMI. C'est un mot de passe 7.6, je me log sans problème. D'accord? Maintenant, je vais, moi, mince, j'ai été déconnecté. Toc. Toc. Utilisateur ACMI. Je vais maintenant faire un bouton droit dessus et je vais activer les utilisateurs pour le MFA. Je fais oui, yes, et là, qu'est-ce que je vois? MFA. À partir de là, si je mets ACMI, c'est un mot de passe 7.6 et que je valide, il me dit non, 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 il me faut un code. Donc, je remets mon mot de passe. Et là, je vais chercher mon application et je mets le code qu'il va me donner, puisque c'est géré par le temps. 5, 4, 1. Et là, je suis rentré. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous voyez que c'est vraiment intégré à l'IBMI. Je n'ai rien installé, juste fait une petite configuration QSecurity 40, QPassword Level A4, et dans les sec attributes de security, j'ai dit enable MFA, et maintenant, je peux créer ce user-là. Si je retourne, ça c'est le MFA. J'ai encore 3 minutes, 2 minutes, François. Juste pour parler de modernisation, je sais que je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses et autres. Si je veux administrer mon IBMI très rapidement, vous voyez, je veux regarder mes groupes de PTF. Je regarde mes groupes de PTF. Là, c'est en train de tourner. Vous voyez, j'ai mes groupes de PTF. Pas besoin d'aller faire un Work PTF group sur la 5250. J'ai tout ça graphiquement. Par contre, ce qui est génial avec le navigateur Fori aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout est SQL dans l'IBMI, vous voyez que j'ai un petit affichage SQL. Quand je clique dessus, il me donne la requête SQL. Soit je l'exécute directement par ACS SQL Script, ou je vais l'exécuter dans VS Code. Donc, je vais dans VS Code. Donc, j'ai mon VS Code, il ouvre mon VS Code, et je suis connecté. Alors, je pourrais vous montrer ça dans un autre webinaire et on pourra le faire ensemble et que vous le fassiez vous-même. Je me suis connecté parce que j'ai installé code IBMI for IBMI ici pour pouvoir faire de l'IBMI et DB2 for IBMI pour pouvoir me connecter à mon IBMI et faire ce que je veux. À partir de là, vous voyez qu'ici, j'ai ma requête SQL et je l'ai exécutée. Je pourrais même ici l'exécuter et je peux demander à ce qu'il m'explique si ma requête SQL, comme Visual Explain, si le temps moyen
est bon ou pas. Donc, ça, c'est une requête simple, mais vos deux requêtes compliquées, vous pouvez le faire donc directement par VS Code. L'avantage aussi, c'est qu'ici, quand on parle de l'AI, eh bien, ici, j'ai avec DB2 j'ai un chat sur lequel je peux choisir n'importe quel LLM de l'IA. Donc là, j'ai Claude Sonnet, j'ai Gemini, j'ai BT, Watsonic, je pourrais. Donc là, j'ai pris Claude Sonnet. Et donc, je peux lui demander, par exemple, merci. Alors, si je prends cette requête-là, hop, je fais un CTRL-C, je mets là-dedans. Je peux lui demander, alors, merci de me créer un playbook Ansible avec Ansible pour l'IBMI avec cette requête. Et je fais entrer. Donc là, je peux, avec une IA, directement dans VS Code, et bien voilà, de faire ce genre de choses. Et il vous génère comment on peut faire l'inventory, les hosts et autres, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment créer certaines choses et surtout moderniser, automatiser vos requêtes SQL. Là, j'ai parlé de PTF Group. Je peux retourner rapidement ici. Je fais gestion des travaux, les travaux actifs. Vous connaissez cette commande, elle s'appelle Work Active Job, Work Active Job. Donc, vous allez avoir plusieurs lignes, d'accord? J'ai mes jobs qui tournent. Je fais SQL et vous voyez qu'elle est un petit peu plus complexe. Eh bien, je fais Run SQL et il me donne directement sur VS Code. Lorsque vous présentez ça à un jeune qui sort de l'école, qui fait du VS Code. Je rappelle dans le document qu'on a montré avec François, beaucoup de téléchargements de VS Code. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le VS Code. Pourquoi? Parce qu'on peut installer pas mal d'extensions comme Ansible que j'ai installé, comme Python, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'ici, je peux exécuter cette requête. Et cette requête-là, je peux demander à ce qu'il me crée un playbook pour pouvoir le mettre dans mon serveur Ansible. Voilà. Oui, c'est l'heure. Merci Ludovic. Voilà, je coupe et je te relaisse la main, François. Merci beaucoup. Effectivement, 1 heure, c'est court. En même temps, pour un webinar, c'est le bon timing. On ne vous a pas laissé de temps finalement pour des questions-réponses autres que dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous nous contactiez et on répondra à vos questions par mail. On peut organiser un webinar spécifique, si vous voulez, pour répondre à vos questions ou à votre contexte, entre guillemets, IBMI, en fonction des orientations, sécurité, modernisation, etc., etc. Question du Power 11, question licence. Voilà, on est dispo pour ça. N'hésitez pas à nous contacter. La vidéo sera disponible dans le channel YouTube ACMI. On vous enverra aussi les slides de la présentation au format PDF. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi et bientôt un bon week-end. Merci à tous. Merci Ludovic. Et Merci. puis à très bientôt pour la Merci beaucoup, prochaine merci. session migration vers la 7.6. Voilà, Voilà. exactement. Merci, bon week-end. Merci beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir.